ordinaire 2020 est ouverte. Secrétaire des séances, veuillez procéder à l'appel des présidents des groupes parlementaires et des députés non inscrits. Merci, Monsieur le Président. Appel nominal de Mesdames et Messieurs les présidents du groupe parlementaire et des députés non inscrits. Groupe parlementaire RDP. RDP. Ils ne sont pas là? Ils ne sont pas là. Groupe parlementaire IRD. Groupe parlementaire GPR. Groupe parlementaire Les Démocrates. Groupe parlementaire MPS. Groupe parlementaire INDR. Les députés non inscrits. Biou Pabame Dalla, il est excusé. Député Boumra Robert. Député Nasser Djimti Morjim Garti. Député Madame Doubanaji Taram. Député Ngerlaji Orangar. Député Tchombi Getna Kami. Tchombi Getna Kami. 100. Député Yombombe Majitolum Théophile. Yombombe Majitolum Théophile. 100. Le compte rendu numéro 30 du 1er juillet 2020 a été distribué à Mesdames et Messieurs les députés pour les observations de forme et de fond. Est-ce que nous avons des observations de forme et de fond sur le compte rendu numéro 30 du 1er juillet 2020? S'il n'y a pas d'observation, le compte rendu est adopté. L'ordre du jour de la présente séance plénière porte sur l'interpellation du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Auteur de l'interpellation, le député Kebzabo Saleh, il est dans la salle. Le ministre des Finances et du Budget, auteur de l'interpellation, le député Saleh Kebzabo, le ministre sera absent. Du ministre de l'Agriculture, auteur de l'interpellation, toujours le député Kebzabo Saleh. Je pense que le ministre est là. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, auteur de l'interpellation, le député Kebzabo Saleh. Le ministre également est là. Conformément donc à cet ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale donne lecture de la question d'interpellation. Et donc, après la lecture, nous allons inviter le ministre de la Santé à pouvoir venir au podium pour sa réaction. Interpellation sur la COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Messieurs les ministres de la Santé publique, des Finances et du Budget, de l'Agriculture, de la Sécurité et de l'immigration, de la Défense nationale, des anciens combattants victimes de guerre. Quel bilan faites-vous de la COVID-19 à ce jour? 1. Au plan épidémiologique, matériel médical reçu, implanté, contributions financières nationales et extérieures reçues et leur destination, les recrutements des 1632 agents de santé annoncés a-t-il été effectivement réalisé? 2. Quel a été l'impact économique sur le pays et quelles sont des aides effectivement accordées aux entreprises des secteurs vulnérables? 3. Quel est le bilan précis de l'intervention de l'État par rapport aux annonces faites il y a 5 mois et quelles sont les prévisions agricoles? Quelles ont été les conséquences de la COVID-19 sur le monde rural? 4. Les mesures barrières ne sont plus systématiquement respectées. Port du masque, distanciation dans les édifices publics et les rassemblements, voyages, fermeture des bars et boîtes de nuit, notamment sont violés par les citoyens.
y compris le couvre-feu. Dans la plupart des cas, cela se passe avec la complicité des forces de l'ordre, moyennant paiement. Pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à faire respecter ces décisions? Veuillez agréer, Monsieur le ministre, mes sentiments distingués. Le député Kebzabo Sade. Monsieur le ministre de la Santé publique, je vous invite au podium pour répondre à la question du député. Oui. Observation, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Dans l'énoncé des questions et les ministres concernés, vous avez cité le ministre de la Défense. Il ne me semble pas qu'il ait été cité dans ma question. Oui, mais c'est lui qui s'occupe de la sécurité et de la défense d'une manière globale. Le ministre de la Sécurité n'est pas responsable. Ah bon? Oui. Alors ça, il aurait fallu... C'est lui le président même de la commission sécurité sur la question du Covid. D'accord, je l'ignorais. D'accord. Merci. Monsieur le ministre de la Santé, je vous invite. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Saleh Kebzabo, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour éclairer la représentation nationale à travers elle et à travers les médias, nos compatriotes, sur la gestion et le suivi des actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis le 19 mars 2020. En effet, comme vous le savez, depuis la fin de l'année 2019, c'est le monde entier qui est ébranlé par l'irruption aussi subite que violente du coronavirus qui fait des ravages sur tous les plans. Le plan sanitaire, économique, social, scolaire et académique, politique et même géostratégique. Au moment même où nous sommes en séance, non seulement toutes les conséquences de la pandémie ne sont pas jugulées, mais nous assistons un peu partout à une résurgence de la maladie qui risque d'aggraver la crise multisectorielle en cours. À ce stade, le monde entier a enregistré plus de 30 millions de personnes contaminées, avec près de 1 million de morts. Ces chiffres macabres sont malheureusement provisoires. Face à un virus inconnu et à un désastre inédit dans son étendue et dans sa durée, le gouvernement a pris les dispositions idoines très tôt, selon les pertinentes orientations du maréchal du Tchad, afin d'une part de limiter la propagation du virus et d'autre part pour amortir ses effets, notamment économiques et financiers. Si aujourd'hui notre pays compte parmi les contrées les moins touchées, c'est essentiellement parce que les plus hautes autorités ont pris les bonnes décisions au bon moment et que le gouvernement s'est attelé nuit au jour pour les mettre en œuvre. C'est pourquoi il serait juste, à ce stade, de rendre un hommage appuyé au chef de l'État pour sa clairvoyance dans le pilotage de la riposte multidimensionnelle face à la crise sanitaire et ses multiples corollaires. Il conviendrait également de saluer notre personnel soignant qui a combattu et qui continue de lutter héroïquement contre le coronavirus. Monsieur le député Kebzabo, l'articulation même de votre question orale
est révélatrice de l'ampleur de la crise à laquelle le gouvernement fait face et qui a appelé des réponses tous azimuts. Il fallait en effet agir d'abord pour circonscrire la maladie, ce qui a été fait avec succès jusqu'à maintenant. Ensuite, il fallait sauver l'économie, stabiliser nos finances, soutenir nos entreprises et l'emploi, assister socialement nos populations vulnérables, réussir la campagne agricole, parachever l'année scolaire et académique, renforcer notre système de santé et mobiliser nos partenaires. Sur toutes ces problématiques, le maréchal du Tchad a fixé les caps pour chaque chef de département ministériel lors des réunions du comité de gestion des crises sanitaires qu'il présidait personnellement. Mes collègues ici présents et les autres peuvent vous édifier sur les orientations présidentielles et leur mise en œuvre, chacun en ce qui le concerne. Pour le département de la santé publique et de la solidarité nationale, et en répondant à la question du député Kebzabo, nous allons dans un premier temps nous appesantir sur la situation épidémiologique avant d'aborder les aspects de la question qui se rapportent au matériel médicaux reçus, 1638 agents recrutés et aux contributions financières nationales et internationales. Concernant la situation épidémiologique, dans les sièges des autres nations, le Tchad, notre pays, a été également frappé de plein fouet par le coronavirus, avec un premier cas positif décelé le 19 mars 2020. Depuis cette date, 1115 malades disséminés dans 16 provinces ont été dépistés, principalement ici en N'Djamena. 962 malades ont été guéris et nous avons malheureusement perdu 81 de nos compatriotes. Actuellement, 72 patients sont en cours de traitement. Il faut dire qu'à notre arrivée à la tête du ministère de la Santé publique, nous avons eu la chance d'hériter d'un contexte sanitaire stabilisé, d'une équipe de riposte rodée et d'orientation stratégique claire et adaptée au contexte. Depuis lors, dans le cadre institutionnel mis en place, la gestion de la pandémie se poursuit selon la même stratégie qui a fait ses preuves. Globalement, la pandémie est contenue, malgré 2 flambées localisées qui ont été enregistrées dans les Chari-Bagrimi, à Koudaloa. Vous avez suivi l'actualité en ce moment-là, et en ce moment même, dans les Mayo-Kébi Est, dans un village qui s'appelle Berem, situé à environ 15 km de Gounougaya. Pour ce qui concerne Koudaloa, la situation sanitaire a été totalement pacifiée et les équipes, nos équipes déployées sur le terrain ont été déjà rappelées. En revanche, pour Berem, dans les Mayo-Kébi Est, il faut savoir, je porte à la connaissance de l'Assemblée nationale, que ce foyer est né d'un cas positif parti de N'Djamena dans un cortège funèbre. À partir de ces cas uniques, dépistés positifs, notre équipe locale, appuyée par un renfort de pêcheurs de N'Djamena, avec la coordination nationale de riposte sanitaire, une opération massive de dépistage a été lancée et a permis d'identifier 23 malades en date du 11 septembre. La détection de ces nombres élevés de cas positifs
a obligé à élargir les cercles de contact et contact à tester. Ce qui a été fait, et plus de 500 échantillons de prélèvement ont été effectués sur place, acheminés ici en N'Djamena, et 290 échantillons ont été déjà analysés hier. Ce qui a donné, pour ceux qui suivent les communiqués de la coordination, ce qui a donné donc les chiffres de 20 cas positifs à Gounougaya hier. Ces malades sont pris en charge par nos équipes sur place et pour le moment, aucun cas grave n'est enregistré. Le reste des échantillons de Berem livreront leur verdict aujourd'hui. Ces deux foyers, Koudaloua et Berem, nous renseignent sur deux choses. D'abord, la gestion, les moindres écarts individuels par rapport au respect des mesures barrières peut être fatal. Dans les deux foyers, c'est un relâchement individuel qui a provoqué les flambées que nous avons connues. Le deuxième enseignement, c'est que la gestion de ces deux clusters, de ces deux foyers, a mis en lumière les savoir-faire et la proactivité du personnel du ministère et de la coordination nationale des ripostes sanitaires dans la lutte contre la Covid-19. Vu d'où nous sommes partis, il y a là un véritable motif de satisfaction et d'encouragement. Donc globalement, sur l'ensemble du territoire national, certes, nous enregistrons chaque jour 1, 2, 3 cas, ça reste raisonnable en dehors de ces deux foyers d'infection que nous avons gérés et que nous continuons de gérer en ce moment même. Voilà brièvement un aperçu sur la situation épidémiologique telle qu'elle se présente aujourd'hui et qu'on peut résumer en deux mots: la vigilance et la sérénité. C'est le seul moyen de suivre les orientations données par le chef de l'État et qui consiste à vivre avec le virus tant qu'un traitement, tant qu'un vaccin n'a pas été découvert. Par rapport aux matériels médicaux reçus et implantés, après le reflux de la pandémie et en cédant la présidence du comité de gestion des crises sanitaires, le chef de l'État a donné des directives claires. Il est question de poursuivre la même stratégie de gestion opérationnelle et de prise en charge des malades, de maintenir le même degré de vigilance, notamment pour ce qui concerne le respect des mesures barrières, et de continuer à renforcer le système de santé grâce au recrutement de nouveaux agents et à l'acquisition de nouveaux matériels. Donc, dans le cadre de renforcement de notre dispositif sanitaire, la procédure d'acquisition a été simplifiée dans la mesure où le sous-comité Finances et Commandes, présidé par le ministre en charge des Finances, a été investi de la mission d'acquérir directement les matériels et autres équipements médicaux. À ce jour, le ministère de la Santé publique est entré en possession de beaucoup de matériels qui ont été, pour la plupart, implémentés dans les différentes structures. Parmi ces matériels, bien entendu, il y a les matériels de protection individuelle qui sont déterminants dans la lutte contre le coronavirus. Il s'agit des masques chirurgicaux de différents types, des surblouses, des combinaisons, des visières. Le gouvernement a passé énormément de commandes qui se chiffrent en millions. Tous les autres hôpitaux provinciaux ont été équipés d'au moins 3 extracteurs d'oxygène et de 2 respirateurs.
ces équipements vont être renforcés dans les jours à venir au fur et à mesure que les commandes qui sont en cours et puis les dons qui sont annoncés vont parvenir au ministère de la Santé publique. Les hôpitaux nationaux ont tous reçu et mis en fonction des 3 à 8 concentrateurs d'oxygène et des 12 à 18 respirateurs d'anesthésie. Au début de la crise, notre système de santé était doté d'à peine une vingtaine ou une trentaine de respirateurs. Aujourd'hui, ces chiffres montent à plus de 300, sans compter les commandes qui sont en cours. Toutes les délégations provinciales ont bénéficié en cascade de formations de personnel de toutes les catégories à l'utilisation du matériel de protection individuelle, à la surveillance épidémiologique et à la prise en charge. Un scanner 32 pouces et un laboratoire PCR complet capable d'analyser 1000 échantillons par jour sont en installation à l'hôpital provincial de Farsha. En parlant des laboratoires PCR, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à faire les tests de Covid, il vous souviendra qu'au début de la crise, nous avions commencé avec un seul laboratoire. Et notre capacité de dépistage plafonnait un maximum 100 par jour. Aujourd'hui, grâce aux efforts qui ont été consentis par le gouvernement sur les instructions du chef de l'État, nous avons multiplié notre capacité de dépistage par 10. Et dans les jours à venir, avec la mise en service du laboratoire capable de faire 1000 échantillons par jour, nous allons donc multiplier notre capacité de dépistage par 20. Tous ces matériels ont été acquis sur fonds propres par les sous-comités finances et commandes. Bien entendu, nous avons également bénéficié d'un élan de solidarité important de la part de nos partenaires et ils sont nombreux. Je voudrais profiter de cette séance solennelle devant la représentation nationale pour une nouvelle fois au nom du gouvernement adresser nos chaleureux remerciements à tous ces partenaires institutionnels et non institutionnels dont l'apport a été déterminant dans la lutte contre la Covid-19. Il est évident qu'avec tous ces matériels, nos structures de santé sortiront beaucoup mieux équipées après qu'avant le coronavirus. Et le gouvernement, et particulièrement le ministère de la Santé publique, avant même mon arrivée, ils ont parfaitement mis en œuvre la recommandation ou l'instruction qui leur a été donnée, c'est-à-dire profiter de cette situation pour renforcer notre système de santé. Nous avons la liste de tous ces matériels et ça fait une dizaine de pages. À la demande du député Kebzabo, nous pouvons mettre ça à sa disposition. Dans les mêmes soucis de renforcer le système de santé, le chef de l'État a annoncé le recrutement de 1638 diplômés dans le domaine de la santé publique, dont le dossier était en instance d'intégration à la fonction publique. Quelques semaines après cette annonce, le recrutement de 1638 agents a été formalisé. Avec le déploiement des 439 agents effectués par nos soins en date du 8 septembre 2020, l'ensemble des 1638 agents intégrés sont effectivement affectés dans nos structures de santé sur l'ensemble du territoire national. Donc, monsieur le député Kebzabo, je peux vous confirmer que ce recrutement a été effectif et que le personnel concerné est affecté dans les hôpitaux, les centres de santé qui couvrent notre territoire. Maintenant, concernant les contributions financières internationales, je voudrais, avec votre autorisation, monsieur le président de l'Assemblée nationale, et avec la compréhension du député Kebzabo, renvoyer cette question au ministre des Finances.
en tant que président du sous-comité Finances et Commandes, au-delà même de sa casquette de ministre des Finances, cette gestion est centralisée à son niveau par souci d'efficacité. Donc pour ne pas avoir à gérer une contradiction dans les chiffres, je pense que le ministre des Finances est mieux indiqué. Le jour où il viendra ici pour vous communiquer ces contributions à la fois provenant des efforts faits par nos compatriotes, par nos entreprises et puis aussi par la mobilisation de nos partenaires sur le plan international. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés Kebzabo, les quelques éléments d'information que je mets à votre disposition suite à cette question orale. Et bien entendu, je me mets à votre disposition pour vous apporter des éléments complémentaires selon les intérêts des uns et des autres. Merci beaucoup. Je pense que pour éviter de reprendre à chaque fois, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'inviter les autres ministres à intervenir et ensuite peut-être que la réaction du député Kebzabo et ensuite nous allons ouvrir la discussion générale. J'invite donc le ministre de l'Agriculture, s'il est présent, de venir au podium. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, c'est pour moi un grand honneur et un agréable devoir de prendre la parole devant votre auguste représentation nationale pour porter des éléments de réponse aux questions posées par le député Salih Kebzabo relatifs aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de Covid-19 dans le secteur agricole. Ceci étant, il convient de préciser que le monde rural constitue l'épicentre de la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui fait de la souveraineté alimentaire un des axes majeurs de son programme politique. En effet, pour contenir la pandémie de Covid-19 et limiter son impact, le gouvernement a élaboré un plan d'action d'urgence. C'est dans ce cadre que les ressources supplémentaires ont été allouées au ministère de l'Agriculture pour apporter une assistance alimentaire et soutenir la production agricole. Le bilan d'intervention de l'État par rapport aux annonces faites il y a 5 mois pour la mise en œuvre des plans d'action d'urgence se présente de la manière suivante. Dans le cadre des instances alimentaires, l'État a mobilisé 5 milliards de francs CFA qui ont permis d'acquérir 10 500 tonnes de céréales. La Banque islamique de développement BID a également mobilisé 9 milliards 180 millions de francs CFA pour acquérir 3 123 tonnes de céréales, 103 931 bidons d'huile de 20 litres, 7 784 tonnes de nébé, 5 769 tonnes de riz. Une partie de ces vivres a été livrée et le reste est en cours de livraison. L'ensemble de ces vivres a permis à l'ONASA d'assister à 9200 personnes vulnérables. Concernant la rétrocession des 1000 tracteurs prévus, 1614 tracteurs ont été rétrocédés aux producteurs, dont 996 ont été effectivement retirés. Les bénéficiaires sont les organisations de producteurs et les producteurs individuels. Le prix de cession est fixé à 3 millions pour les tracteurs neufs, de 1 500 000 francs à 500 000 pour les tracteurs usagés selon leurs états, c'est-à-dire bon état, panne légère et grosse panne. Le renforcement
du personnel d'encadrement. La NADER a déjà recruté 242 conseillers agricoles sur les 300 prévus. Le recrutement de 58 conseillers agricoles est en cours de finalisation. Les 300 motos prévues pour les conseillers agricoles viennent d'être réceptionnés en date du 16 septembre 2020. Concernant l'acquisition de 7 000 tonnes d'engrais, 4 500 tonnes de NPK et 2 500 tonnes d'urée, une première livraison de 644 tonnes d'engrais, soit 394 tonnes de NPK et 250 tonnes d'urée, a fait l'objet d'une réception partielle et à la disposition des producteurs. Le reste est entendu dans les jours qui suivent. Pour les semences, 875 tonnes de semences fluviales et 50 tonnes de semences maraîchères sont en cours d'acquisition. Toutefois, près de 3 000 tonnes de semences fluviales ont été mises à la disposition des producteurs à travers le projet, programmes et partenaires, notamment la FAO dans le cadre des fonds d'urgence accordés par la Banque mondiale par rapport à la réponse de Covid-19. Par rapport à l'acquisition de 5 000 charrues à traction animale pour les petites exploitations familiales, 2 772 charrues ont été livrées. Pour les 10 000 kits maraîchers, il a été livré à ce jour 10 000 motopompes, 7 812 pioches, 19 032 pelles, 8 362 râteaux et 5 265 arrosoirs. Il reste à livrer 12 188 pioches et 9 600 pelles, 1 638 râteaux et 4 335 arrosoirs. Concernant les produits phytosanitaires, l'appareil de traitement et kit de protection, un marché antérieur a permis d'acquérir 61 000 litres d'insecticides, 66,5 tonnes de fongicides et 10 000 appareils de traitement et 1000 kits de protection. La quantité acquise sont supérieures à celles prévues dans le cadre de Covid-19, c'est-à-dire 40 000 litres d'insecticides, 500 tonnes de fongicides et 3 000 kits de traitement. En ce qui concerne les missions d'encadrement et de suivi de la campagne, 3 missions ont été réalisées. Du 15 au 21 août dans la zone soudanienne, du 6 au 12 septembre 2020 dans une partie de la zone sahélienne et du 15 au 16 septembre 2020 dans la partie sahélienne. L'organisation des missions de suivi de campagne dans les provinces non encore visitées se poursuit actuellement. Pour les prévisions agricoles, durant notre mission de suivi, sur le terrain en zone soudanienne et sahélienne, nous avons constaté que la campagne agricole se déroule dans de bonnes conditions. Toutefois, elle est perturbée par de mauvaises répartitions de pluie dans le temps et dans l'espace, entraînant des séquences sèches de plus de 10 jours dans certaines localités de la zone soudanienne. Dans ces cas d'inondation, on a relevé dans les provinces du Bata, du Salamat, de la Tangilé et du Mandoul. La situation phytosanitaire est globalement calme dans l'ensemble du pays. Dans le cadre de lutte anti-acridienne, la situation est globalement calme. Néanmoins, l'Agence nationale de lutte anti-acridienne a mis en place un dispositif de 6 équipes de surveillance et de protection des juin à nos jours. Aucune opération de traitement n'a encore été signalée. Au regard de ce qui précède, les perspectives de la campagne s'annoncent bonnes si les prévisions météorologiques pour la saison humidité et fin tardif se confirment et la situation phytosanitaire se maintient. Toutefois, la localité touchée par les inondations et les séquences sèches pourrait enregistrer des baisses de production.
C'est pourquoi mon département prend dès à présent des dispositions pour encourager le développement des cultures maraîchères et des cultures contre-saison, afin de pallier à un éventuel déficit de récolte. Pour les conséquences de Covid-19 sur le monde de l'art, député Salih Kabzabo, le gouvernement a pris des mesures restrictives qui visent à protéger la population contre la provocation de pandémies. Malheureusement, certaines de ces mesures ont des impacts sur la situation alimentaire des ménages, surtout ceux des milieux ruraux. Ceux-ci ont entraîné un dysfonctionnement dans les chaînes d'approvisionnement de la population en denrées alimentaires et intrants agricoles, des hausses des prix de certains denrées, difficultés d'exportation des produits de rente, le retard dans la mise en place des cultures, la cessation de certaines activités formelles génératrices à revenus. Sur ça, je termine mes propos. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je voudrais donc inviter le ministre délégué à la présidente de la République chargé des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre de venir au podium pour répondre à la question du député Kabzabo Salih. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les députés. Comme souligné par mes collègues, nous remercions le député Salih Kabzabo pour cette occasion qui nous permettra pas seulement de dire quelles sont les raisons qui a poussé nos citoyens de relâcher les mesures barrières, mais nous pensons que nous aurons aussi des contributions et des orientations des représentants du peuple qui l'Assemblée nationale nous permettra en fait de prendre bien en compte. Monsieur le Président de l'Assemblée, pour aller directement à la question qui nous concerne, comme Monsieur le Président de l'Assemblée l'a souligné, au niveau du comité de crise présidé par le maréchal président de la République, chef de l'État, on a organisé un sous-comité. Nous avons un sous-comité appelé sous-comité défense-sécurité qui est chargé de suivre les mesures barrières et que j'ai l'honneur de présider. Et c'est pour cette raison nous avons pensé que nous sommes bien indiqués pour répondre à ces préoccupations relatives aux différentes mesures barrières. Madame, Messieurs les députés, vous comprenez avec moi que concernant les mesures barrières, il y a une évolution de croissance, c'est-à-dire une évolution de relâchement des mesures depuis que nous avons constaté sur le plan épidémiologique un succès. Je profite de l'occasion ici pour remercier le département de la santé, tous les personnels de la santé. C'est avec eux que nous avons constaté sur les résultats hebdomadaires que la maladie a chuté, et nous pensons que c'est les raisons pour lesquelles nous avons constaté quelques relâchements. Pour rappel, nous avons au début pris des mesures très dures, à savoir les fermetures de tous les lieux de commerce, à savoir les bars, restaurants, alimentation, boîtes de nuit ou autres. Et aussi nous avons pris des mesures de restriction des mouvements, c'est-à-dire à savoir l'interdiction de transport interurbain, que ce soit en N'Djamena ici ou bien dans les provinces. Nous avons mis des barrières à la sortie de N'Djamena et toutes les grandes villes. Nous avons pris des mesures de couvre-feu à partir de 19h. Nous avons fermé le lieu de culte. Et toutes ces mesures, c'est les forces de défense et sécurité sont chargées
de l'appliquer. Aujourd'hui, certes, je disais tout à l'heure, nous sommes arrivés aujourd'hui à un relâchement des mesures. Ces relâchements, c'est par des pressions politiques, sociales, et parfois, je me rappelle être interrogé 2 ou 3 fois ici à l'Assemblée par rapport à l'applicabilité de cette mesure, combien de fois c'est difficile. Les cris de la population, les plaintes de la population, et je suis d'accord que l'Assemblée est là pour les défendre. Donc, tous ces différents aspects font qu'aujourd'hui, on est arrivé, au jour d'aujourd'hui, on a levé les fermetures. On a commencé au début par l'ouverture de différents lieux de commerce, je voudrais dire les bars, restaurants, alimentation. On a dit qu'il faut que les gens achètent, ils emportent chez eux, c'est-à-dire on ne laisse pas manger sur place. Un moment après, c'est toujours pour moi, c'est le bon résultat de la santé qu'on a dit aujourd'hui, maintenant il faut laisser qu'on vit avec la maladie, et c'est dans ces cadres qu'aujourd'hui les restaurants ou les alimentations ou les bars ou boîtes de nuit sont ouverts. C'est valable. Le couvre-feu de 19h, on est arrivé maintenant à 23h. On a ouvert les entrées et les sorties de province ainsi que N'Djamena. Les raisons, je pense, je me rappelle avoir beaucoup échangé ici, c'était l'agriculture. C'était le moment de saison pluvieuse. L'Assemblée et toutes les organisations ont pensé que il faut laisser la population aller au champ. Je pense que certaines de ces raisons, on est arrivé à relâcher. Aujourd'hui, les gens circulent normalement. C'est valable pour le transport interurbain. Nous avons ouvert le transport interurbain, que ce soit dans la ville de N'Djamena et dans les provinces, mais tout en demandant de respecter les mesures barrières, à savoir le port des masques, les distinctions de chaises. Donc, en un mot, c'est cette évolution des mesures que nous constatons aujourd'hui, que le relâchement est devenu une remarque, pas seulement de l'Assemblée, mais nous avons été aussi interpellés par le comité de veille il y a cela dans la semaine, parce que nous avons une réunion hebdomadaire pour faire l'évolution. Cette remarque a été aussi faite par la réunion du comité pour que la sous-comité pense, qui reviennent pour que les mesures, en fait les consignes ou les mesures barrières doivent être respectées. Et nous avons réfléchi à cette remarque et nous avons fait nos propositions, suggestions au comité, et le comité a transmis à la coordination nationale de la santé, je pense qu'on l'appelle comme ça, présidée par le professeur Choua, pour donner son avis. Mais rien à cacher, je peux bien vous dire, nous avons pensé que concernant les bars, les restaurants et les boîtes de nuit ou d'autres, il est très difficile que dans ces lieux d'appliquer les différentes mesures que la coordination nous a suggérées, à savoir, il faut que dans les boîtes ou bien dans les bars, il y aurait 2 ou 3 chaises, il faut que les masques soient respectés. Nous avons suggéré à la coordination que c'est difficile de respecter parce que dans un lieu où les gens prennent l'alcool, nous pensons qu'on revienne à la dernière mesure, celle de fermer. On ouvre seulement les restaurants, les bars et tout ça, les gens achètent leurs alcools ou autres et consomment chez eux. Nous attendons sur ces propositions l'avis de la coordination et du comité pour qu'on instruise nos forces de défense et sécurité pour les respecter. C'est valable pour les autres observations. Aujourd'hui, vous avez bien suivi, le ministre de la Santé a souligné qu'il y a un malade qui a quitté N'Djamena et qui s'est retrouvé au Moyen-Kébi Est. Et donc, ça aussi, c'est parce qu'on a ouvert, il y a un moment où vous ne sortez plus de N'Djamena. On avait fermé N'Djamena, on a fermé les provinces. C'est dur, mais c'est de cette manière qu'on peut vraiment contrôler.
On ne peut pas vouloir quelque chose et ça contraire. Ici, à l'Assemblée, j'étais interpellé plus de 4 fois. Pourquoi vous frappez la population? Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils voyagent? Pourquoi ils ne partent pas aller faire des récoltes de champs? C'est parce que c'est contradictoire. Ou bien nous allons prendre au sérieux la maladie, nous allons dire la santé avant tout, et certainement il y aura des conséquences sociales ou des libertés, comme certains le soulignent, ou bien on fait avec. Donc nous pensons que je suis tout à fait d'accord que le député Saleh, dans la formulation de la question, pour dire qu'il y a un relâchement des mesures, mais je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il a souligné quelque part avec complicité de forces de défense et sécurité. Non, la complicité, c'est la classe politique, la sociale, c'est eux qui nous ont poussés à relâcher. Parce que c'est le cri de la population. La population pense qu'avec toutes ces mesures de restriction, il n'y a pas la liberté, ça joue sur les commerces, ça joue sur l'agriculture, et ainsi de suite. Nous pensons que c'est ces différents aspects qui a fait qu'on a un peu levé les mesures. Et aujourd'hui, je pense aussi ce qui nous a beaucoup poussé, c'est parce que les résultats de santé épidémiologique commencent à remonter. Et c'est ça qui nous a poussé. Maintenant, écoutez, on revient sur nos dernières mesures. Je pense personnellement, c'est ces différents résultats des derniers jours de la situation épidémiologique de la santé a réveillé le gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale pour qu'on se réveille. La seule solution, moi je pense, il faut qu'on revienne un peu sur les différentes mesures qu'on avait prises, même si ça fait un peu mal, c'est avec la seule moyen qu'on peut vraiment circonscrire et faire appliquer ces différentes mesures. Nous avons eu une rencontre avec les gens des transports urbains, le comité élargi avec le ministère des Infrastructures et en charge de transport, pour aussi rappeler un aspect qui est très important, qui a été soulevé par le comité et par le maréchal, qui est le président du comité. C'est celui d'arnaque. Les gens ont profité sur ces mesures, ils ont augmenté le prix du transport. C'est-à-dire, ils vont vous dire, écoutez, nous on a diminué le nombre de chaises, tout ainsi de suite, mais le transport doit coûter 2 ou 3 fois. Et donc, cette question aussi a été évoquée. Ce n'est pas dans la question du député Kelzabo, mais je pense que c'est une occasion de ressortir aussi. Sur ces points aussi, des instructions claires ont été données à ces différentes organisations de transport qui sont concernées. Donc, voici les quelques éléments de réponse que je donne au nom du comité défense et sécurité pour le suivi de la pandémie de Covid. Et je suis disposé aussi à répondre s'il y a d'autres questions d'éclaircissement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Défense. Je voudrais donc passer la parole au député Kebzabo Saleh pour réagir par rapport aux 3 interventions des membres du gouvernement. Monsieur le député Kebzabo Saleh. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais saluer ici la présence des 3 membres du gouvernement pour répondre aux questions que j'ai posées qui vont susciter un débat avec l'intervention de mes collègues tout à l'heure dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Nous avons en effet prévu que tous les 10 jours, il y ait une interpellation du gouvernement sur les questions de Covid-19 afin d'éclairer l'opinion nationale et l'opinion internationale. L'exercice, comme vous le savez, on l'a bien fait lors de la dernière session et nous reprenons donc aujourd'hui et on ne peut qu'en être satisfait.
Je voudrais saluer la présence du ministre de la Santé qui prend cette lourde charge depuis environ un mois. Et nous ne pouvons que lui souhaiter beaucoup de succès dans ces nouvelles charges ministérielles, en espérant surtout que la pandémie sera de plus en plus bien confinée. Et le mot est vraiment bien choisi. Les chiffres, il y en a évidemment beaucoup qui manquent, beaucoup posent problème, mais on ne va pas s'étendre longuement là-dessus. Notons d'abord avec beaucoup de satisfaction que le 4 juillet, je crois qu'il y avait dans le communiqué de la coordination le chiffre de 74 décès. Aujourd'hui, on est à 81. Une progression d'à peine 7 décès, dont je pense que c'est un chiffre en soi-même éloquent pour montrer combien le Tchad est globalement épargné par cette maladie, et malgré tous ces relâchements qu'on vient d'écouter et sur lesquels on reviendra. Mais je continue de dire, comme je l'ai souvent dit, Monsieur le Président, que Dieu nous a protégés, Dieu nous sauve, nous devons prier qu'il en soit ainsi pour longtemps encore. Et c'est pour cela que nous humains, on doit faire tout ce qui est en notre capacité pour que cette pandémie soit contenue. Nous n'avons pas reçu les détails des différentes aides matérielles ou financières reçues, mais il est évident que avec tous ces matériels, nous nous équipons mieux pour faire mieux face à la pandémie. Et nous ne pouvons que, au stade actuel, en féliciter le personnel de santé qui s'est toujours dévoué depuis le début et jusqu'à aujourd'hui en faisant beaucoup de sacrifices pour nous épargner de ce mal. Je ne vais donc pas, Monsieur le ministre de la Santé, je ne vais pas entrer dans le débat des chiffres puisque en réalité vous n'en avez pas beaucoup donné. Vous avez même été très globalisant. On ne va donc pas s'attarder beaucoup sur cela. Nous n'allons pas non plus nous attarder sur les foyers que vous avez cités et qui ont été bien circonscrits à Poudaloa et à Berem, avec donc cette capacité que les personnels de santé ont maintenant, bien protégés eux-mêmes et mieux équipés. Donc cela devrait être rassurant pour la population qu'on ait la capacité comme ça de contenir les foyers qui naissent ici et là. Le regret que je voudrais exprimer, l'un des regrets que je vais exprimer, c'est le manque de tests massifs, d'une façon ou d'une autre. Nous n'avons peut-être pas les moyens, peut-être pas encore, mais je crois qu'on l'avait déjà dit une fois et je pense qu'on peut y revenir. Nous n'allons pas faire comme dans certains pays où le test a été systématique sur toute la population, on n'en a pas la capacité. Mais je crois qu'on aurait dû implanter des postes de contrôle à la sortie des grandes villes, comme N'Djamena, pour tester les gens qui sortent et ceux qui entrent. N'Djamena, peut-être Mongo, qui est un point central, Abéché, peut-être Bongor, Kélo et Mundu. C'est la suggestion que je ferai. Et je voudrais aussi suggérer que les villes frontalières fassent l'objet d'une attention particulière, comme N'Djamena, au niveau de Ngeli, Bongor, Fianga et autres, y compris les villes comme Adré, Razmangaï, Kiabé, Maro et autres. Dans les passages face à des pays où la pandémie sévit beaucoup, et dans la région, on sait que c'est le Cameroun,
il faudrait, je pense, installer des postes de contrôle avec l'accord entre les deux pays, entre les deux pays voisins, pour qu'au lieu qu'il y ait 2 contrôles, il y en ait un seul, qui soit fiable avec la participation des cadres des 2 pays. Et cette coopération-là nous permettrait, je crois, certainement de mieux encadrer. Et c'est pour cela que parfois, de temps en temps, on constate que ceux qui ont traversé la frontière sont porteurs de virus. J'ai fait cette proposition parce qu'on a constaté qu'il y a un relâchement au niveau des frontières et à la longue, ça pourrait être préjudiciable. Et au total, d'ailleurs, quand on examine un peu tout cela, on est amené à se demander si l'état d'urgence est encore utile. Lorsqu'on a instauré l'état d'urgence, faut-il le rappeler, nous étions dans une situation épidémiologique qui n'était pas dramatique. On était surtout dans une situation psychologique qui était très déclinante. Les gens avaient peur. Beaucoup de gens, en tout cas, avaient peur. On a donc décrété l'état d'urgence avec toutes les contingences que nous connaissons, les mesures de restriction et autres qui ont été prises, et dont je pense que, globalement, elles ne sont peut-être plus utiles aujourd'hui. Je plaiderai donc pour la levée de l'état d'urgence. Parce que, contrairement à ce que je viens d'entendre, nous ne sommes pas pleins, la population ne s'est pas plainte pour exiger la levée de certaines mesures. Mais nous constatons tout simplement que, depuis quelques semaines, il y a un relâchement total. Le gouvernement lui-même en a montré le mauvais exemple, quand on a vu au cours de certains rassemblements, comment est-ce que la distanciation, par exemple, n'a pas été nette, le port du masque n'a pas été effectif. Et donc, vous prenez en plus, ajouter à cela, sur le plan psychologique, quand on entend dans les communiqués tous les jours le mot zéro revenir, 0 mort, 0 mort, 0 mort. À la longue, les gens se disent que mais il n'y a pas de mort, donc cette histoire-là, il n'y en a plus. Et voilà comment les gens ont relâché. Les gens ont relâché et je pense que c'est le gouvernement qui en partie en est responsable. Il y a des mesures qui ont été levées trop tôt. Lorsque j'entends le ministre de la Défense aujourd'hui dire qu'on est en train de réfléchir sur le retour aux mesures de mesures barrières pour amener à plus de respect, je dis que le gouvernement, a relâché trop tôt en levant certaines mesures, 2, a fait preuve d'un certain laxisme et n'est pas intervenu pour rappeler à tout le monde que la pandémie n'est pas achevée. Je donne 1 ou 2 exemples. Lorsqu'on a levé de façon apparemment partielle la mesure sur la fermeture des édifices religieux, alors que ici nous l'avons dit, alors que nous savons très bien que vous ne pouvez pas inculquer aux musulmans tchadiens d'entrer dans une mosquée un vendredi et de prier à 1 mètre de son coreligionnaire. Ce n'est pas possible. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé. Moi, pour éviter justement d'aller me frotter à mes frères en religion le vendredi dans la mosquée, je me suis mis à prier dehors. Ça n'a rien changé. Même dehors, vous avez votre tapis en le mettant à 1 mètre de quelqu'un d'autre, à gauche ou à droite. Dès que la prière démarre, les trous sont bouchés, il n'y a plus de distanciation. Je me suis renseigné chez nos frères chrétiens aussi, globalement, il n'y a plus de distanciation. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on a levé cette mesure-là un peu trop tôt. Et il y a des mesures qui ont été levées de fait. Le gouvernement a baissé les bras lorsque les bars, les boîtes de nuit, les restaurants et autres ont rouvert. Il n'a rien dit. Il a laissé faire. Et je suis désolé de dire au ministre de la Défense que lorsque je dis qu'il y a une complicité des forces de l'ordre, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas venu ici pour polémiquer. Les Tchadiens ici de N'Djamena, ils savent de quoi nous parlons quand on dit qu'il y a complicité. Tout le monde sait que
les bars et autres lieux payent quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, pour qu'on ne les embête pas. Alors, quand le ministre dit que ce n'est pas vrai, je le laisse assumer ce qu'il dit. Et donc, ce que je voudrais dire par rapport donc aux mesures barrières, c'est que dès le début ici, on a tensé les forces de l'ordre, qui n'ont pas fait preuve de didactisme en allant brutaliser les gens, et ça continue toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que quand on nous parle de revenir encore sur ces mesures-là de façon aussi brutale, en tout cas on ne contiendra pas les forces de l'ordre, je donnerai un exemple vivant là-dessus. Quand donc on veut revenir sur ces mesures, je pense que, je donnerai mon avis, il ne faut pas le faire. Il faut continuer comme on est en train de vivre actuellement, avec des mesures qui ont été levées ou pas, violées ou pas. Il y a un certain ordre social qui est en train de s'implanter qu'il faut respecter. Accompagnons les populations tout simplement en intensifiant toujours la communication, qui elle aussi est devenue routinière et ronronnante, et donc n'apporte pas d'éléments nouveaux de conviction pour que les gens comprennent quelles sont les instructions et les conseils qu'on leur donne. Les gens n'écoutent même plus. Les gens ne regardent même pas la télévision quand il s'agit de ça. Donc moi, je serais enclin, sans en être spécialiste, à penser qu'il faut qu'on accompagne le mouvement actuel. Il ne faut pas qu'on revienne à la coercition. Il faut qu'on intensifie l'information. Il faut que les chefs, les pasteurs et les curés, dans leurs sermons, donnent des conseils à la population. Ça doit se passer dans les églises, dans les mosquées, comment on appelle les sites des protestants. Il faut que le clergé donne des conseils à chaque sermon, chaque vendredi et chaque dimanche, en demandant aux gens dans la mosquée de respecter les mesures barrières, de respecter la distanciation, de porter les masques. À propos du port de masque, j'avais promis d'y revenir, c'est ce que je suis en train de faire. Monsieur le ministre de la Santé, on nous a annoncé ici, ça a été fait dans un communiqué, la distribution des masques allait être effective parce qu'elle va être gratuite. Non. Beaucoup de Tchadiens, peut-être même plus de la moitié des Tchadiens, peut-être les 3/4 des Tchadiens n'ont pas reçu de masque. Le masque gratuit promis par le gouvernement n'a pas été donné. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on vient bastonner les gens dans les marchés, parce qu'ils n'ont pas porté le masque. Il faudrait revenir, je crois, à des positions beaucoup moins brutales, faites de conseils et autres, tout simplement. Il ne faut pas que les forces de l'ordre se comportent avec brutalité. Parce que le gouvernement n'a pas distribué les masques. Il n'est donc pas fondé à demander à les faire porter par la violence. La violence, on l'a observé il y a moins d'une semaine dans une zone du Mayokibi-Est, plus précisément dans une zone proche de Binder, où il y a eu tir de gendarmes sur la population dans un marché. Et ça a donné lieu à une situation inextricable parce qu'il y a eu des blessés. En tout cas, l'un des blessés graves a été transporté successivement à Pala, Léré, puis N'Djamena. Et ça, c'est le problème du masque qui a amené un tir à balles réelles. Donc, Monsieur le ministre de la Défense, il faudrait que nos militaires réapprennent, si ce n'a pas été fait, ou qu'on leur apprenne, à ne pas aller assurer un service comme celui-là avec des armes, j'allais employer le mot lourd, je veux dire des armes qui peuvent tuer. On n'a pas besoin. Pour un masque, on ne va pas tuer quelqu'un. Et ça, c'est très grave. Je pense qu'il faut l'éviter. Ce que je voudrais dire, en passant par l'agriculture, de façon pas très approfondie, parce que on nous a livré uniquement des statistiques qui ne sont pas en fait l'essentiel de ce que nous voulions souhaiter. Mais enfin, puisqu'on en a parlé,
les fameux tracteurs dont on parle si souvent, combien ont-ils rapporté? Parce que finalement, ils ont été vendus. Et quel en a été le produit? Pourquoi beaucoup de tracteurs n'ont pas été rétrocédés? Puisque si mes chiffres sont exacts, c'est environ 1000 sur 1600 qui ont été livrés, qui ont été effectivement rétrocédés. Il en est de même de tous les autres chiffres concernant les intrants, concernant les semences et autres, les charrues. Nous avons entendu parler de livraison partielle ou en cours. Le reste va être livré quand? Alors que la saison des pluies est presque terminée. Et le ministre de l'Agriculture est très optimiste par rapport à la saison de pluie. Nous souhaitons que Dieu, effectivement, là aussi, nous protège et fasse en sorte que la saison soit bonne, parce que sinon, on aura des problèmes de famine dont j'ai toujours dit, si on avait un bon encadrement de nos paysans, il n'y aurait pas de famine. Mais cela étant, ministre de l'Agriculture, la dernière fois ici, nous avons évoqué le problème de l'ANADER. Aujourd'hui encore, les problèmes de l'ANADER restent complets, entiers, n'ont pas été réglés. Il y a eu juste un début de commencement de règlement et puis ça s'est arrêté. Ce sont surtout les problèmes de personnel qui accumulent parfois jusqu'à 30 mois d'arriérés de salaire. Pourquoi est-ce que cette situation perdure comme ça? Pourquoi est-ce qu'on fait souffrir ces employés de l'État qui ont donné tout d'eux-mêmes pour remplir leur mission et qu'on les laisse traîner avec 30 mois, avec, je crois, selon les catégories, avec 25, 22 mois pour ceux qui sont les mieux payés, sans salaire? C'est pas normal. Je pense que cette question, elle doit être réglée. On ne peut pas installer des agents de l'État comme ça dans la précarité la plus grave en ne les payant pas. Et en évoquant cette question, je suis à l'aise pour demander où sont les bilans qu'on réclame souvent. Chaque fois que le ministre de l'Agriculture vient devant nous ici, on lui demande qu'en est-il du PNSA? Où est le bilan du PNSA? Cette question-là n'a jamais eu de réponse. L'ANADER même, qui existe maintenant depuis quelques années, depuis environ 4-5 ans je crois, je n'ai pas le chiffre, la date en tête. Où est le bilan de l'ANADER? Est-ce que ce regroupement de sociétés antagonistes, comme on l'a dit à l'époque, est effectivement rentable ou pas? Bon, on a retiré la Sodelac, ok. Mais est-ce que vraiment on pense que en mettant ensemble des entreprises qui ne produisent pas ou qui ne produisent plus ou qui sont à bout de souffle ou traînent beaucoup de casseroles, comme c'est le cas, est-ce qu'on va continuer sans faire le bilan et sans qu'il y ait un changement fondamental pour que l'ANADER arrive à obtenir ces résultats? Je voudrais clôturer mon propos, Monsieur le Président, en m'adressant surtout au ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre, nous avions commencé à le dire la dernière fois, c'est-à-dire en juin. Je pense que c'est le moment de le dire. Avec cette ambiance générale que nous vivons aujourd'hui, pour ce qui concerne en tout cas notre pays, puisque si on regarde ailleurs, dans certains pays africains ou en Europe ou en Amérique, c'est une explosion encore de la pandémie comme au début. Pour ce qui nous concerne, nous arrivons à contenir la pandémie. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de commencer à faire le bilan en termes prospectifs? Quelles sont les leçons qu'on tire de tout ça? Comment le Tchad va s'organiser pour les prochaines années, pour les prochains mois, pour les prochaines années, en termes de prospective? Comment le Tchad peut-il s'organiser pour envisager des pandémies de ce genre lorsqu'elles vont se représenter encore devant nous, parce qu'on n'est peut-être pas au bout de nos peines? J'ai écouté ce matin un expert, un médecin, je crois, parler sur les antennes d'une radio étrangère par rapport au coronavirus, qui, dit-il, n'est pas si nouveau que ça en Afrique. Pour moi, c'est encourageant de l'entendre. Mais il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts dans notre pays.
Et c'est pour cela que je veux regretter l'absence du ministre de l'économie, parce qu'avec lui, on aurait pu aborder certaines questions très précises par rapport au concours de l'État aux entreprises, le paiement de la dette intérieure, l'assistance aux petites entreprises très, très fragiles qui ont fermé, les transports terrestres et aériens, et beaucoup d'autres idées qu'on aurait pu développer, mais qu'on le fera certainement une prochaine fois avec lui, par rapport à la responsabilité de l'État dans la fragilité de notre économie, qui a été encore fragilisée par la Covid-19. Donc, Monsieur le ministre de la Santé publique, mon propos, c'est de nous dire à nous tous, à vous bien sûr, vous êtes en charge du département, mais à nous tous, les députés, l'ensemble du gouvernement, l'ensemble des acteurs, on doit réfléchir en termes d'avenir. Parce que c'est notre pays qui est en jeu, et donc nous devrions nous mettre ensemble. Vous devriez organiser des assises à cet effet. Pour qu'on voit pour l'avenir comment est-ce que le Tchad peut s'organiser avec d'abord ses propres moyens pour ne pas être pris de court, pour que des urgences qui ne devraient pas en être le soient. Si on était organisé, si on est bien organisé, je pense que beaucoup de choses devraient pouvoir être prises en compte, prises en charge et solutionnées avant qu'on puisse aller s'adresser ailleurs. Nous-mêmes, par nous-mêmes et en nous-mêmes, on a les capacités de le faire. Je voudrais finir par une anecdote. Avec des amis, on discute depuis quelque temps sur les bienfaits de certaines mesures barrières. La salutation, chers collègues et messieurs les ministres, ce serait la main là. Si on pouvait s'en passer définitivement, je pense que pour la santé publique, c'est quelque chose d'important. On ne va plus se transmettre la maladie en se serrant la main. Hein? Le lavage des mains aussi, qu'on connaissait plus ou moins, mais qui commence à être général maintenant. Si on pouvait aussi, sans coercition, hein, vraiment, en donnant des conseils tout simplement, lavez-vous les mains avant de manger, lavez-vous les mains avant de faire ci, de faire cela. Je vois le président qui vient de se nettoyer les mains, se nettoyer les mains avec le mouchoir aussi. C'est des gestes, du point de vue de la santé, qui sont importants. Et j'ai même entendu dire, hein, dans certains milieux scientifiques, que des maladies comme les hépatites ou la fièvre typhoïde seraient, du point de vue de l'observation, seraient en diminution. Et la cause viendrait aussi, je pense, du lavage de mains et du manque de salutation systématique lorsque nous nous rencontrons. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député Kebzabou Saleh. Je voudrais donc procéder à l'ouverture de la discussion générale et vous dire tout simplement que nous avons 9 intervenants et il nous reste exactement 1h10.